Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses de vous accueillir à ce webinaire intitulé «Femmes et filles en situation de handicap, l'aide publique au développement à la croisée des chemins du handicap et du genre». Cette activité est organisée par Humanité Inclusion, anciennement connue sous le nom de Handicap International, et de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI. Nous allons commencer dans 2 minutes. Voici quelques informations pour assurer le bon déroulement. D'abord, je vous invite à poser vos questions dans la boîte de clavardage en bas de votre écran indiqué Q&A, questions et réponses. Et ma collaboratrice, Emmanuelle Lajoie, va faire la synthèse, va transmettre vos questions lors de la période de questions qui va suivre la présentation des panélistes. Alors, on va avoir un 10 minutes de période de questions. Vous pouvez identifier si ça s'adresse spécifiquement à une des panélistes ou à l'ensemble des panélistes. Notez que ce webinaire va être enregistré et diffusé sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la partager avec vos collègues et vos réseaux. Ensuite, j'aimerais souligner que si vous avez des ennuis techniques pendant le webinaire, n'hésitez pas à communiquer directement dans la boîte de clavardage, la boîte de chat, avec Margique de Pau, qui est de l'équipe d'Humanité Inclusion, et elle va immédiatement vous aider. Je m'appelle Michèle Asselin, je suis directrice de la COSI. J'utilise le pronom elle et je porte des lunettes, j'ai les cheveux blancs maintenant, jadis j'étais blonde, et j'ai les cheveux frisés. Je me présente ainsi en me décrivant brièvement pour bien accueillir les personnes présentes qui ont un handicap visuel. Avant de poursuivre, permettez-moi de reconnaître que nous sommes les bureaux d'Humanité Inclusion et de la COSI, situés en territoire autochtone non cédé de la nation Ganyene-Kehaga sur l'île Tiohtià:ke, c'est-à-dire à Montréal. Aussi, il faut souligner que ce webinaire s'inspire de la note d'information qui vous est transmise présentement dans la boîte de clavardage. Je vous invite à surveiller votre boîte de clavardage tout au long du webinaire. Nous allons compléter certaines informations puisqu'on a très peu de temps à partager ensemble. Je passe maintenant la parole à notre première intervenante qui va nous donner ce mot d'ouverture. C'est Madame Patricia Atkinson, qui est directrice des ressources naturelles et de la gouvernance à Affaires mondiales Canada. Et vous allez trouver, comme je vous le disais tout à l'heure, dans votre boîte de clavardage, la biographie, une note biographique plus détaillée de Patricia. Patricia, à vous la parole. Merci beaucoup, Michèle. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Alors, bonjour. Comme vous avez noté, je m'appelle Patricia. J'utilise le pronom elle également. Et pour ceux qui ne me voient pas, je suis une femme blanche dans la quarantaine avec des cheveux courts et clairs. Je porte des lunettes et je vous appelle de ma maison à Ottawa. Je tiens à souligner que je vous parle du territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Nous reconnaissons que le Canada existe sur la terre ancestrale des peuples autochtones avec des langues, des pratiques culturelles, des histoires et des croyances spirituelles distinctes. Et en plus, on reconnaît les Algonquins comme les gardiens et les défenseurs coutumiers du bassin versant de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour ouvrir cette excellente session et pour vous faire part un peu des efforts déployés par Affaires mondiales Canada pour garantir l'inclusion significative des femmes et des filles en situation de handicap dans notre travail d'assistance internationale. Comme vous le savez bien, les femmes et les jeunes filles en situation de handicap sont plus marginalisées en raison de l'intersection de leur sexe et de leur handicap.
Notre gouvernement cherche alors à adopter une approche intersectionnelle dans tous ces domaines d'activité. Le Canada cherche aussi à assurer le développement, l'avancement et l'autonomisation des femmes et des filles en situation de handicap et de fournir un plus grand appui à ces personnes dans les pays en voie de développement par le biais de la défense des intérêts dans les forums multilatéraux et de la programmation de l'aide internationale au développement. Au cours de ces efforts, je dois avouer que nous avons constaté et des réussites et malheureusement des domaines d'amélioration. En 2023, le Canada a annoncé l'octroi de 195 millions de dollars sur 5 ans et de 43,3 millions de dollars par an par la suite pour le renouvellement et l'expansion du programme Voix et leadership des femmes, ou VLF. Le programme VLF renouvelé du Canada conservera son cadre existant tout en élargissant son soutien à l'égard des contextes touchés par les conflits et les crises et en étant plus intentionnel pour atteindre des groupes structurellement exclus tels que les femmes en situation de handicap. En octobre, on a entrepris des consultations avec des organisations de défense des droits des femmes et des filles en situation de handicap afin d'entendre ces suggestions sur des stratégies pour une inclusion plus intentionnelle de ces communautés. Une autre initiative que je voudrais souligner est l'initiative Ensemble qui est mise en œuvre justement par Humanité et Inclusion. Au cours des quatre dernières années, ce projet, auquel AMC a contribué 6 millions de dollars, a contribué à améliorer Oups. et à promouvoir et protéger les droits connexes des femmes et des filles, y compris celles en situation de handicap, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo. Ces initiatives représentent un pas dans la bonne direction. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour inclure des femmes et des filles en situation de handicap. Nous pouvons faire en sorte que notre assistance internationale tienne compte du handicap dès le début de toute nouvelle initiative, tout en continuant à intégrer l'inclusion dans nos actions existantes. Alors, avant de passer la parole aux panélistes, je voudrais souligner l'environnement géopolitique et opérationnel exceptionnellement difficile dans lequel nous trouvons, alors que la guerre fait des ravages en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Et nous ne devons pas oublier la vulnérabilité accrue des femmes et des filles en situation de handicap dans les situations de conflit et de crise. Le Canada accueille très favorablement les points de vue et les expériences de défenseuses comme celles que nous entendrons aujourd'hui sur la manière de construire un monde plus juste et plus équitable pour tous, y compris les femmes et les filles en situation de handicap. J'ai bien hâte d'entendre des expériences et des conseils qui nous présenteront les panélistes distingués lors de la discussion suivante et je remercie nos collègues d'Humanité et Inclusion Canada et de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale d'avoir organisé cet événement à un moment très propice pendant la Semaine internationale de développement. Merci beaucoup. Merci à vous, Patricia. C'est très important de compter au sein de l'équipe, de l'immense équipe d'Affaires mondiales Canada, des alliés sur cet enjeu si important et trop souvent oublié. Alors, merci pour cette présentation et merci d'être une alliée. Alors maintenant, oui, nous allons passer la parole à 3 panélistes, 3 défenseuses des droits, 3 femmes engagées. Alors, je vous les présente tout de suite et elles prendront la parole selon l'ordre que je vous présente. Alors, d'abord, Madame Nicole Niangolo. Nicole est coordonnatrice régionale de la COCAFAM et pour le programme EduFemmes qui est mis en œuvre avec le consortium de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le CECI, 2 organismes québécois. Prendra aussi la parole Madame Nancy Saint-Louis. Nancy est chercheuse pour le projet Genre, Handicap et Développement inclusif du Live Work Well Research Center. La 3e personne qui va prendre la parole, c'est Dianaba Diallo. Dianaba est vice-présidente de Femmes et Droits, mieux connue sous l'acronyme anglais WILDAF, Sénégal. C'est une organisation
participant à l'initiative Making It Work, mise en œuvre par Humanité Inclusion. Et Dienaba, pardon, est aussi coordonnatrice de la coalition régionale WILDAF Afrique de l'Ouest. Alors, d'abord, j'invite Nicole à prendre la parole. Alors, bonjour Nicole. J'ai une première question pour vous. Votre Bonjour. organisation, bonjour, votre organisation met en œuvre le programme Éducation des filles pour un meilleur avenir, sous l'acronyme EduFemmes, dans la région des Grands Lacs africains, au Burundi, en RDC, au Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement ce programme? Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. Très contente d'être parmi vous. Et donc, EduFemmes, vous l'avez dit, éducation des filles pour un avenir meilleur dans la région des Grands Lacs, Burundi, RDC et Rwanda, et est un projet, ou plutôt un programme, qui est mis en œuvre par le consortium formé par la Fondation Paul Gérin Lajoie et le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI, et avec pour objectif l'autonomisation par l'éducation de 22 000 filles, adolescentes et femmes, dont les femmes et filles en situation de handicap. Alors, une zone pilote a été ciblée par pays et chacune d'elles accueille un camp de réfugiés. Au total, 24 écoles primaires et secondaires. Et le projet a une durée de 5 ans. Donc, il a débuté en 2020 et il prendra fin en début 2025. Il y a 2 partenaires techniques qui ont accompagné les partenaires locaux. Il s'agit de HI et de FAWE, le Forum des éducatrices africaines. Et bien sûr, 6 partenaires de mise en œuvre dans les 3 pays. Merci. Alors, c'est un vaste projet. J'aimerais maintenant que vous nous parliez des principaux enjeux qui sont liés à l'éducation des filles en situation de vulnérabilité, particulièrement celles qui vivent avec un handicap dans cette grande région. Merci. Le premier enjeu est relatif aux obstacles à l'accès au maintien à l'éducation primaire, secondaire, mais aussi à la formation professionnelle des filles. Les obstacles, il y en a de plusieurs ordres ou les barrières, peut-être que nous en parlerons plus tard. Le deuxième enjeu que je pourrais mentionner ici, c'est la qualité et l'adaptation des prestations éducatives axées sur l'égalité des genres, mais aussi les besoins spécifiques des filles, y compris celles en situation de handicap. Et enfin, un troisième enjeu, c'est le leadership des filles et des femmes dans la prise des décisions, mais aussi la promotion de leur droit à l'éducation. Des grands défis. Est-ce que Ouais. je crois que vous arrivez à relever ces défis et pour qu'on comprenne mieux, j'aimerais que vous partagiez avec nous des actions concrètes que vous menez. Ouais, bien sûr, dans le cas d'EduFemmes, il y a eu 2 partenaires spécialisés. J'ai parlé de HI et de FAWE. Et avec les 6 partenaires de mise en œuvre, les partenaires locaux, et bien sûr accompagnés par le consortium, nous avons commencé par mener des diagnostics sur l'inclusion, à la fois dans nos organisations, dans les organisations de mise en œuvre, mais aussi par rapport aux activités ciblées pour le projet. Et ensuite, nous avons dû être renforcés, donc nos capacités ont été renforcées sur les fondamentaux du handicap, mais aussi de l'inclusion. Il y a également eu des sensibilisations au niveau communautaire et même des visites des familles ayant des enfants handicapés afin de s'assurer que ces filles allaient intégrer l'éducation formelle ou même informelle, mais aussi être considérées à l'école malgré le fait qu'elles soient handicapées. Et il y a eu pour ce faire des sensibilisations et même des formations à l'endroit des acteurs de l'éducation et même des autorités à différents niveaux, depuis le niveau local jusqu'au niveau régional, en passant par les niveaux provincial et même national. Et je dois également mentionner les aménagements inclusifs. Donc, dans les 3 zones d'intervention ciblées,
Il y a eu des ajouts des rampes dans certains établissements, des latrines sécurisées, mais aussi adaptées, et même des tableaux qui devraient être baissés afin de permettre aux élèves sur les fauteuils roulants de bien suivre les cours. Nous avons également été rodés à l'apprentissage par rapport à l'importance des données ventilées selon le handicap. Voilà les quelques actions phares qui ont été mises en place au niveau des 3 pays. En fait, de nombreuses actions importantes. Alors, je crois que Voilà. vous allez nous présenter 2 photos qui vont illustrer vos propos. Ouais, ouais. Oui. Euh, Pendant qu'on va vous présenter les photos, je voudrais juste, je remarque que nous sommes 86 personnes présentes et plusieurs saluts dans la boîte de clavardage. Sachez que nous sommes très impressionnés de rejoindre plusieurs personnes de la francophonie. Merci d'être là. Alors, je ne sais pas, est-ce que Emmanuel, tu peux nous présenter les photos que Nicole voulait partager? Alors malheureusement, il y a un petit problème technique. Je croyais que je partageais les photos, mais vous pouvez continuer. Je vais mettre les photos dans le chat. Donc Nicole, tu peux brièvement dire ce qu'on Les va voir décrire? et Oui. continuer. Je vais les mettre dans le chat, ça sera pas long. Alors, donc, d'accord. Nicole, décrivez-nous les 2 photos que nous allons Ouais, pouvoir voir dans la boîte de clavardage. Vraiment, cette boîte, elle est très importante aujourd'hui. Nicole. d'accord. Alors, la première photo, la première image que j'ai sélectionnée, c'est une image qui illustre une séance de formation de renforcement des capacités du personnel enseignant dans la zone du Congo, en RDC, Sud Kivu, précisément. Et désormais, nous pensons que ce personnel enseignant fait preuve de formation pédagogique adaptée. Et une deuxième image que j'ai sélectionnée, cette fois-là, c'est dans la zone du Rwanda. C'est une image qui illustre la concrétisation d'un besoin à l'égard des filles réfugiées handicapées. Elles avaient émis le souhait d'avoir une chambre de filles inclusive et accessible. Et donc, le projet a pu réaliser ce vœu. Et voilà, avec des images sur le mur, les invitant bien sûr à venir poser leurs besoins et leurs problèmes et se faire accompagner par des animatrices qui sont dans ces chambres de filles. Ce sont des chambres qui permettent à ce que les filles en situation de handicap, c'est vrai, mais qui ont leur menstru, puissent avoir la liberté d'aller prendre une douche, se changer, etc. et être propre. Ben, Voilà. merci beaucoup, Nicole. Je vous rassure, les 2 photos ont été partagées. Je vous invite à aller les voir parce qu'on le sait, une image, ça vaut 1000 mots. Alors Voilà. maintenant, une dernière question pour vous, Nicole. Est-ce que vous pouvez nous partager le témoignage d'une participante dans le cadre de votre Voilà. projet? Alors, merci, Nicole. Merci, Michel. Alors, j'ai sélectionné un témoignage qui nous a particulièrement émus. C'est l'histoire de Charlotte Nirembere. Donc, On a la c'est toujours dans photo la de zone. Charlotte. On a la photo de Charlotte dans Ouais, la boîte de clavardage. Merci. ouais, Oui, d'accord. Nicole. Et donc, c'est une Rwandaise. Je suis toujours là dans la zone du Rwanda, membre du club des filles déscolarisées et non scolarisées. Les clubs sont accompagnés dans le projet et donc elle faisait partie de ce groupe, sachant probablement qu'elle ne pouvait plus réintégrer une formation scolaire normale. Cependant, une fois dans ce groupe, elle a été sensibilisée et elle a rencontré ces sensibilisations et à 17 ans, c'était à 17 ans, les animatrices ou les assistantes psychosociales lui ont permis de retrouver son estime et de l'espoir aussi. Parce qu'à 17 ans, elle disait que c'en était fini pour elle. Elle a témoigné en disant qu'elle avait grandi en essayant de ne pas demander quoi que ce soit à ses parents qui sont pauvres, c'est vraiment la précarité, parce que se considérant comme un fardeau. Alors là, il y a aussi la question de toutes les pesanteurs culturelles qui accompagnent, par exemple, la question des enfants handicapés. Alors, l'assistance psychosociale a parlé avec ses parents afin de leur partager le désir de Charlotte de pouvoir rentrer à l'école.
et les a encouragés à aider leurs filles à participer dans les formations organisées par Profam, c'est notre collectif au Rwanda. Et donc, grâce aux sensibilisations et au suivi de proximité, Charlotte a intégré l'école primaire à 16 ans. À 16 ans, donc c'était en 2021, et elle témoigne qu'elle se sent dorénavant épanouie et comme une personne comme les autres. Elle a appris à lire, à écrire et ses résultats sont très satisfaisants. Donc, elle réussit avec une note de plus de 90%. Euh, et donc, elle va à l'école et même les membres de la communauté ont débrayé le chemin qui mène à l'école afin de lui permettre d'y aller avec le fauteuil roulant qu'on lui a donné suite à une cotisation toujours des membres de la communauté. Alors, son dernier vœu qu'elle a émis, c'est de voir euh, le collectif, bien sûr, lui donner un autre fauteuil, pardon, parce que celui qu'elle a est défectueux et elle arrive parfois, par moments, en retard au cours. Mais sinon, elle est très enthousiaste et elle est très contente de ce qu'elle est devenue. Voilà le témoignage de Charlotte. Merci beaucoup, Nicole. Vous nous avez très bien illustré cet enjeu majeur d'inclusion, de l'accès à l'éducation pour les personnes qui vivent avec un handicap et la nécessité de porter une attention plus particulière aux filles. Alors, merci, Nicole. Alors maintenant, je vais passer la parole à une deuxième panéliste. Nous allons maintenant parler avec Madame Saint-Louis. Comme pour Nicole, vous allez avoir accès à son curriculum vitae dans la boîte de clavardage. Alors, bonjour Nancy. Alors, j'ai une première question pour vous. En quoi la politique d'aide internationale féministe d'Affaires mondiales Canada est pertinente et quels sont ses enjeux, les différentes analyses qui découlent de vos études, de ses limites en matière d'inclusion des personnes qui vivent avec des handicaps et particulièrement des femmes et des filles. Nancy. Bonjour, merci et c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, la politique d'aide internationale féministe du Canada, officiellement adoptée en 2014, mais a été lancée en 2017. Par sa transversalité, elle se focalise sur 6 champs d'action interconnectés dont le principal est l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans l'objectif d'éliminer la pauvreté dans le monde, en travaillant les inégalités et en favorisant leur autonomisation. Cette politique est aussi importante parce qu'elle est alignée avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, les ODD 5, égalité entre les sexes, et 16, paix, justice et institutions efficaces. Cette politique a permis de recentrer l'aide publique au développement du Canada sur les personnes les plus vulnérables et les plus pauvres, notamment les femmes et les filles. En plus de promouvoir l'égalité des genres, elle sert à renforcer le pouvoir de ces catégories, y compris dans les champs de la santé maternelle et reproductive, l'éducation, la croissance inclusive, la paix et la sécurité. La politique d'aide internationale féministe a aidé à bâtir la marque distincte du Canada en tant que bailleur et les résultats de certains projets sont aussi importants. Par exemple, le projet Voix et Leadership des femmes, implanté dans de nombreux pays, dont Haïti, a accompagné les organisations locales de défense des droits des femmes à contrer la violence qui cible les femmes et les personnes en situation de handicap. Il y a également le projet Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti à Julie et Avocats sans frontières Canada qui lutte aussi contre l'impunité des violences contre les femmes et les filles. Enfin, le Canada s'est fixé comme priorité d'apporter une aide considérable aux personnes en situation de handicap et en défendant leur cause au sein des instances multilatérales. Ça, c'est un bon pas. Concernant les critiques, les féministes critiques comme Sonda et Thompson estiment que cette politique féministe canadienne est novatrice,
mais elle reste libérale et ne cohère pas avec d'autres politiques internationales ou avec des transformations internes. Par exemple, elle critique cette politique parce que le Canada a vendu des armes au gouvernement d'Arabie Saoudite malgré sa répression des femmes et sa guerre au Yémen. En fin de compte, il y aurait une sorte de sous-représentation et d'invisibilisation de certaines catégories de femmes et cette politique féministe internationale du Canada se veut être une politique conçue pour les pays en voie de développement, d'où sa caractéristique comme une politique de féministe verticale. Alors, en gros, c'est une lecture générale de la politique d'aide féministe internationale du Canada. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la problématique des femmes et des filles en situation de handicap, plus particulièrement en Haïti? Je crois que vous vous êtes penché beaucoup sur cet enjeu, Nancy. Oui, merci. C'est intéressant parce que moi, je travaille sur l'accès à la justice des femmes en situation de handicap. Et ce volet, je vais vous présenter le volet un peu sur la justice. Et je remonte un peu au tremblement de terre du 12 janvier 2010, lequel a favorisé l'augmentation sans précédent du nombre de personnes vivant avec un handicap à environ 1 million en Haïti, soit 10% de la population. Cette statistique date de 2016, ça peut augmenter. Et paradoxalement, la problématique des personnes et des femmes en situation de handicap sont énormes, et ceci dans quel que soit le domaine, santé, éducation, emploi, droit, protection et justice, en dépit de nombreux cadres normatifs, comme la loi de 2012 sur l'intégration des personnes en situation de handicap en Haïti, et des cadres internationaux comme la Convention relative aux droits des personnes handicapées, CRDPH, en 2009, et de nombreuses institutions étatiques haïtiennes et de la société civile, et aussi en dépit de l'aide publique au développement. Prenons le cas, le volet de la justice. Là, il y a un avocat qui est Ikenson Edumé qui a dressé un tableau sombre et de la problématique des femmes en situation de handicap via accès à la justice. Selon lui, l'accès à la justice pour une personne atteinte de handicap est un calvaire. L'espace est un lieu inaccessible pour les personnes à mobilité réduite. L'accueil qui est réservé à cette personne ne traduit que le mépris et la honte, sans oublier les nombreuses hostilités. Si elle tente de revendiquer un soi-disant droit qui lui est pourtant dû, on le surnomme péjorativement Kokobé. Kokobé est un mot créole, mais c'est un mot péjoratif. Cet accueil méprisant et rempli de préjugés des acteurs judiciaires et policiers, surtout envers les personnes ayant des déficiences, constitue le principal handicap pour l'émergence et l'émancipation du droit à l'égalité des chances en Haïti. De ce fait, de nombreuses organisations de femmes et de personnes en situation de handicap soulignent aussi que ces barrières institutionnelles et structurelles frappent doublement les femmes qui se voient discriminées parce qu'il n'y a pas d'interprète en langue des signes dans les tribunaux et les stations de police. Il y a un manque de formation pour les juges, les policiers et les autres acteurs du système sur le handicap, l'approche inclusive et le genre. Il y a un manque de système de collecte de données permettant d'avoir des informations fiables sur les suivis effectués pour les cas impliquant les personnes en situation de handicap. Il y a des organisations comme Association Femmes et Filles au Soleil et ses alliés qui rapportent que des jeunes femmes sourdes ont été narguées alors qu'elles portaient plainte dans certains postes de police pour donner suite à des agressions auxquelles elles ont été victimes en pleine rue, au vu et au su de plusieurs personnes. Elles sont aussi absentes des statistiques, ce qui rend les abus qu'elles subissent invisibles. Certaines croyances populaires estiment qu'un acte sexuel réalisé avec une femme en situation de handicap porte chance ou attire de l'argent en faveur de celui qui le commet.
Enfin, la marginalisation des femmes en situation de handicap a été relatée, soulignée par ces mêmes associations, associations Femmes, Soleil, Filles et, et Alliés, lors de l'élaboration de la politique nationale d'égalité hommes-femmes de 2014 à 2030, adoptée par l'État haïtien, et leur situation n'est pas prise en compte dans la dite politique ni les plans qui en découlent. De ce fait, elles sont souvent marginalisées et leurs besoins n'ont pas été pris en compte. À titre de conclusion, en dépit de ce tableau sombre et de cette crise complexe et complexifiée en Haïti actuellement, il faudrait une sorte de synergie et de coordination entre les différentes structures étatiques et de défense des droits de la personne du mouvement des femmes plus large, que ce soit du côté des féministes, des organisations de femmes et celles des personnes en situation de handicap. Et aussi, il faudrait une bonne ressource technique et financière pour qu'on puisse aider ces femmes qui sont souvent invisibilisées, marginalisées, sous-représentées à faire face à tous ces défis et obstacles qui bloquent l'avancement de leur cause de façon cohérente et systématique. En gros, c'est la problématique dans le volet de la justice des femmes en situation de handicap. Merci beaucoup, Nancy, pour en peu de mots nous avoir dressé un portrait très choquant, je dirais, sur le fait que parce que des femmes sont handicapées ou vivent avec un handicap, elles sont particulièrement discriminées et même agressées et qu'elles n'ont pas accès à la justice. Donc, l'égalité des droits pose tout un défi pour ces femmes et ces filles. Merci aussi d'avoir souligné l'importance du travail en alliance pour défendre ces droits et la nécessité aussi d'avoir des ressources financières et techniques pour appuyer la revendication de ces droits et de la justice pour ces femmes et ces filles. Merci beaucoup, Nancy, pour votre présentation. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Madame Dienaba Diallo. Alors, voyons, Dienaba, à vous la parole. Vous avez aussi sa note biographique dans la boîte de clavardage. Le micro est fermé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Est-ce qu'une personne de l'équipe d'Humanité Inclusion peut ouvrir le micro? C'est ce que nous essayons présentement de faire, donc... On patiente. Alors, ça va bien, on est dans les temps. Alors, merci aussi de continuer à nous envoyer des salutations et des mots dans la boîte de clavardage. Écoutez, dans les tests techniques, il y a 1 heure, tout fonctionnait bien. Alors, on devrait être capable de retrouver le micro de notre ami au Sénégal. C'est bon? Oui, C'est bon? Vous oui, m'entendez? oui. À vous la parole. Merci beaucoup, Michel. Donc, d'entrée de jeu, là, WILDAF, c'est quoi? Voilà. Merci d'abord de me permettre de partager cette assemblée aussi importante. Le WILDAF, c'est une organisation, c'est un réseau panafricain utilisant une variété d'outils, notamment juridiques, pour promouvoir une culture pour le respect des droits des femmes et des filles, y compris en situation de handicap. Créé en 1990, WILDAF est présente dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, les domaines d'intervention sont centrés autour de la sensibilisation, de l'information,
de la formation et du plaidoyer. Le WILDAF travaille à rendre visibles les femmes et les filles. Les activités s'articulent autour des thématiques phares que sont l'égalité de genre, l'égalité et l'équité de genre, l'autonomisation des femmes, les violences faites aux femmes et aux filles, la lutte contre les mariages précoces, la participation politique des femmes, la paix et la sécurité, l'accès des femmes aux ressources et la sécurité alimentaire. C'est ça le WILDAF. Et quelle est la place des femmes et des filles en situation de handicap dans l'action de WILDAF? De WILDAF. Tout d'abord, permettez-moi de partager la vision de WILDAF, qui est d'avoir un monde où toutes les femmes jouissent de tous les droits humains. Concernant la place des femmes et des filles handicapées, l'organisation WILDAF prône une approche inclusive, c'est-à-dire de prendre en compte la dimension handicap dès la conception des projets. Je crois que votre téléphone sonne. Et de faire. D'accord. C'est bon, on vous entend mieux, mais on va vous entendre mieux maintenant. WILDAF a pris la dimension, il fait participer les femmes et les filles handicapées aux activités en prenant en compte leur réalité. WILDAF Sénégal est particulièrement en avance sur la dimension d'inclusion, comme en témoigne ma position dans l'organisation, ma position de leader. Je suis responsable, je suis la vice-présidente, je suis coordinatrice étant femme handicapée. Ma position dans cette organisation magnifie tout ce que je viens de dire. Mais aussi, WILDAF a de longues relations avec les organisations de personnes handicapées et les structures représentatives des femmes et des filles handicapées. Donc, là aussi, le travail en alliance est important pour arriver à atteindre tous ces objectifs-là. Alors, pouvez-vous nous parler des principaux défis auxquels font face votre organisation? Les plus grands défis de cette organisation, c'est les ressources financières qui sont vraiment insuffisantes. D'abord, nous avons des difficultés pour obtenir des financements disponibles. Il y a plusieurs raisons à cela. Les critères pour pouvoir répondre aux appels à proposition, ça demande du personnel qualifié et parfois ça fait défaut. Parfois même, on a des problèmes pour s'inscrire dans certaines plateformes. L'information aussi au moment opportun nous échappe. Ça aussi, en tant qu'organisation francophone, on a des problèmes linguistiques. Ça aussi, c'est le gap linguistique en tant qu'organisation française. Mais il y a l'anglais le plus souvent mal maîtrisé qui nous isole. Ensuite, il y a une difficulté pour les femmes et les filles handicapées de bénéficier des fonds et des subventions destinées à la question du handicap. Le patriarcat au niveau des organisations de personnes handicapées fait que les organisations sont majoritairement dirigées par les hommes. Beaucoup de subventions étatiques passent par ces OPH qui sont peu sensibles aux besoins des femmes handicapées. Mais aussi, il manque, ça il faudra qu'on le note, des organisations fortes de femmes handicapées qui répondent à toutes les conditions pour pouvoir postuler au financement proposé et qui pourraient bénéficier d'opportunités de financement propres aux femmes et filles handicapées. C'est un beau message à porter à Patricia au niveau d'Affaires mondiales Canada, un fonds dédié pour mettre en place des groupes de femmes handicapées fortes
Alors, on vous a entendu On maintenant. compte sur ce leadership. Oui. Alors maintenant, quels sont vos rêves pour WILDAF? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos grandes perspectives, vos espoirs? Le rêve que j'ai de WILDAF, c'est disposer d'un financement pour un projet inclusif d'envergure, de prévention et de réponse au VGB pour tout le Sénégal, pour changer la donne une bonne fois pour toutes. Et cela pour l'autonomisation. Cela passe par l'autonomisation d'abord, l'autonomisation économique des femmes et filles handicapées, par la participation politique, ainsi de suite. Pour les femmes handicapées, je rêve de les voir entrer à l'Assemblée nationale et aux fonctions de responsabilité dans mon pays. WILDAF aussi est une organisation féministe, inclusive. Aussi, je souhaite que WILDAF, qui a joué un rôle de premier plan pour la promotion du protocole de Maputo, qui est un protocole africain relatif aux droits des femmes. Aussi important, je souhaite que WILDAF joue un rôle important aujourd'hui au protocole relatif aux droits des personnes handicapées, qui est un protocole important pour les filles et les femmes. Ça, je le souhaite de tout cœur. Je serai d'ailleurs Vous allez être c'est à ça New mon rêve. York. Hein? pour Vous le allez moment. être à New York hein, dans quelques Oui, semaines. cette année pour la première Oui, fois. oui. Il y a quelques groupes du Québec qui vont être Oui, là pour la aussi. Et donc, première fois, je serai avec la coordinatrice Sophie de Making It Work, CSW, de cette année, pour porter les perspectives des femmes leaders handicapées en Afrique de l'Ouest. Et j'invite d'ailleurs les personnes qui sont présentes à ce panel de nous donner une place dans leurs événements et discussions. alors, merci de nous avoir partagé vos rêves et je peux dire sans doute que les 83 personnes toujours présentes, nous les partageons avec vous. Les partager, ça veut dire les porter avec vous dans nos différents réseaux, comment faire entendre cette voix si importante et nous espérons que vous serez prochainement une élue régionale, municipale ou pourquoi pas à la présidence. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos rêves et la situation qui mérite d'un travail de fond, d'alliance et d'appui. Merci. Merci à nos 3 panélistes, mais ce n'est pas fini maintenant. Je vous invite à mettre vos questions dans la boîte de clavardage. Nous avons un 10 minutes d'échange. Ma collègue Emmanuelle Lajoie de l'équipe d'Humanité Inclusion va transmettre vos questions. S'il vous plaît, mettez-les dans la boîte questions et réponses, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires et d'encouragements dans la boîte de clavardage. Ça va être plus facile si vous écrivez vos questions dans la deuxième boîte Q&A. Alors, donc, Emmanuel, est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui, j'ai attrapé une question qui était dans le chat, donc, mais je confirme, Michel, c'est mieux de le mettre dans le Q&A. La question est la suivante. La question s'adresse en fait à vous trois, aux 3 panélistes. Donc, la question va comme suit. Que pensez-vous que nous, Canadiens et Canadiennes, puissions faire afin de soutenir les organisations de femmes en situation de handicap et les initiatives comme les vôtres? Donc, Et si tu permets, Emmanuel, bien sûr. si Patricia veut prendre la parole pour répondre, je sais que la question s'adresse à nos panélistes, mais je crois qu'on aimerait aussi l'entendre si elle se sent à l'aise pour le faire. Alors, est-ce que
l'une de vous trois d'abord veut répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Canadiennes et Canadiens, Québécois, Québécoises, pour appuyer ce grand défi de justice et d'inclusion pour les femmes et les filles qui vivent avec un handicap? Il en faut une pour briser la glace. Oui, Nicole. À vous la parole, Nicole. Merci pour cette question. Je répondrai par rapport à ce que nous avons eu comme conclusion après, suite à la mise en œuvre, à la mise en place du projet et femmes sur le terrain. Concrètement, d'ailleurs, je l'ai même dit en terminant avec le témoignage de Charlotte, nous avons eu comme défi dans l'ensemble euh, qui avait besoin de budget adapté pour réaliser toutes les activités nécessaires à l'inclusion de jeunes filles en situation de handicap. Parce que bien souvent, les projets ne se dotent pas d'un budget suffisant. Nous avons dû faire du plaidoyer pour approcher certains organismes comme World Vision, etc., et d'autres, pour pouvoir avoir, par exemple, du matériel orthopédiste et même d'autres matériels pour pouvoir aider les enfants en situation de handicap. Parce que les écoles venaient vers nous et nous n'avions pas les besoins, les moyens de satisfaire à tous les besoins. Et j'aimerais aussi parler des besoins économiques des femmes en situation, des femmes et filles en situation de handicap. Par exemple, appuyer les AGR des parents des filles handicapées pour pouvoir soutenir l'éducation de ces dernières. Donc, l'élevage des poules, par exemple, en milieu rural, l'élevage des poules, les élevages de porcs et autres formes de business que les familles d'enfants handicapés pourraient réaliser. Donc, voilà pour l'instant les deux que j'aimerais mentionner. Mais par rapport à nous qui sommes intervenants sur le terrain, c'est vrai que Handicap HI nous a accompagnés, mais il est quand même resté une fois par rapport à tous les outils, la maîtrise de tous les outils de collecte, de tous les cas de détection des cas de handicap. C'est vrai que nous avons été rodés une formation de 3 jours, mais à notre niveau, nous avons senti le besoin de pouvoir renforcer ces capacités. AI ne peut pas être partout, mais justement, si ce savoir est transmis à tous les intervenants qui vont jusque dans les milieux les plus reculés, nous sommes sûrs que la prise en compte et surtout l'accompagnement des personnes ou des enfants, ici en l'occurrence en situation de handicap, pourrait être bien faite. Merci. Merci beaucoup, Nicole. Diana Ba? Merci. Oui. Oups, on vous a perdu, Nicole. Pas Nicole, mais Diana Ba. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Oui. Non, on ne vous entend pas encore. Non. Je ne sais pas si Nancy veut répondre en attendant que le micro Oui, de Diana d'accord. on est en train de l'aider, justement. OK. On est sur le... Alors, on vous redonne la parole plus tard. Nancy. Alors, merci pour la question. Je pense que Nicole a déjà élaboré là-dessus. C'est presque les mêmes cas de figure, mais sauf que moi, j'ajouterais que en Haïti, par rapport à l'expérience que j'ai eue dans le projet EDID, qui c'est l'acronyme en anglophone, mais en français, c'est genre handicap et développement inclusif. L'expérience que j'ai eue dans ce projet-là, c'est que il y a des organisations de femmes ou de personnes en situation de handicap en Haïti qui veulent faire des activités comme si organiser des ateliers ou faire de la recherche sur des thématiques liées à leur cause. Le problème, c'est que il manque une certaine formation ou bien une certaine exigence pour répondre à ces projets-là. Par exemple, il y a une organisation qui a essayé de postuler, mais les, le projet ne répondait pas aux critères académiques que nous,
qu'ils ont au Canada avons fixé. De ce fait, il faudrait beaucoup plus d'encadrement et beaucoup plus de femmes ou de personnes en situation de handicap qui puissent porter des projets vraiment intéressants et à leur cause. Comme ça, on aura plus de littérature sur les besoins spécifiques, la manière de les appréhender, les principales recommandations formulées par ces organisations elles-mêmes pour qu'on puisse agir là-dessus et puis en synergie. Vous qui êtes au Canada, Canadiens et Canadiennes et tout le monde, nous avons notre part à jouer en encourageant ou en supportant de notre façon et ces gens ceux qui sont en situation de handicap dans des pays en voie de développement comme Haïti qui est dans un contexte vraiment fragile. Merci beaucoup, Nancy. Dienaba, maintenant, oups, aussitôt que je vous donne la parole, on dirait que le micro, je touche à rien, moi. Mais vous êtes très complémentaires dans vos réponses et on entend cette importance d'appuyer le leadership des femmes elles-mêmes qui vivent avec un handicap et l'importance aussi que les programmes, les bailleurs de fonds soient agiles et à l'écoute pour permettre qu'elles puissent développer ce leadership. Alors, donc, je trouve ça très pertinent. Est-ce que non, vous n'avez pas encore la parole, Emmanuel? Entendez? Oui, oui, Je oui, suis là. oui. Parlez, on vous écoute. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je demande de vous, on attend de vous, c'est vraiment un accompagnement pour qu'on ait des organisations fortes. Parce que les défis qu'on a énumérés tout à l'heure, ça demande tout d'abord des organisations fortes, institutionnellement et organisationnellement. Qu'on soit appuyé, qu'on soit accompagné sur le plan technique et sur le plan financier pour pouvoir relever ces défis-là. Parce que si on parle actuellement des plateformes, si on parle de financement disponible et nos organisations ont des difficultés pour accéder à ces financements ou bien à ces plateformes, cela demande vraiment des renforcements de capacité sur le plan organisationnel, personnel, mais aussi nos organisations, qu'on ait des organisations fortes. Il y a des expériences qui se font ailleurs et il y a des retombées et des succès. Et on demande cet accompagnement-là pour que vraiment les filles et les femmes handicapées ont des organisations, de fortes organisations, parce qu'on sait où on va. On sait où on va, mais comment, avec quels moyens, où le faire. Donc ça, c'est un défi qui est dressé devant nous et nous demandons aux Canadiens de nous accompagner sur ce plan-là. Techniquement, qu'on ait des organisations fortes, mais aussi des membres qui répondent vraiment à nos besoins, des membres qui pourront vraiment relever ces défis-là ensemble. Parce que le diagnostic est fait, hein? Ouais. Le Oui. diagnostic est fait. Et comme vous avez dit tout à l'heure, on se complète par pays. Et c'est général, surtout en Afrique. C'est général en Afrique. Donc, ce qui nous reste maintenant, des organisations fortes pour amener des réponses à ces questions-là. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Je vois le temps qui passe. Je crois, Emmanuel, qu'on va avoir le temps seulement d'une autre question. Alors, tu as la tâche difficile de sélectionner une dernière question, puisque beaucoup d'entre vous auront d'autres occupations et vont nous quitter à midi. Alors, on veut compléter ensemble et donner la parole aussi à Anne qui va nous donner les recommandations de la note. Alors, donc, une dernière question. Ben, je vais y aller avec la question qui a été posée le plus rapidement, comme ça, mais il y avait des très bonnes questions. La question, en fait, s'adressait à Dienaba et la question était si vous pouviez partager quelque chose dont vous êtes particulièrement fier, un accomplissement. Donc, c'était la question. Ça sera la dernière, mais un prochain webinaire pour toutes les autres. Je vois qu'on parle beaucoup des projets qui pourraient être financés, de la place des personnes sourdes. Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions. Dienaba. Merci, Emmanuel. Moi, j'ai eu confiance en ma personne
en mettant en avant l'éducation, la formation et le renforcement des connaissances. On continue. À travers ma personne, WILDAF a reconnu ça en m'envoyant dans les organisations extérieures, mais aussi en me donnant des postes de responsabilité. Ce qui veut dire être handicapé n'empêche pas d'avoir des succès. Je voudrais aussi partager une question qui me tient vraiment à cœur. Il y a un cas en 2019, une femme handicapée qui a été violentée par son père adoptif et nous avons porté le cas en justice. Et l'auteur des violences a été arrêté. Nous avons subi beaucoup de menaces et d'harcèlement, mais aussi beaucoup de personnes handicapées ont assisté à l'audience et l'homme a été condamné. Ça a été l'aboutissement de beaucoup d'actions et de sensibilisation qui a mené à un début de prise de conscience. Pour autant même, on a des succès, il reste beaucoup de défis, comme je viens de dire tout à l'heure. Il y a aussi un manque d'investissement certain de la part du gouvernement du Sénégal et des ressources pour la société civile. Il y a la lourdeur des procédures judiciaires, le coût élevé de la justice, la méconnaissance de nos textes de loi. Tout ceci participe à un manque criant d'accès à la justice pour la participation, pour un manque criant d'accès à la justice pour les femmes et les filles handicapées. Ça aussi, c'est les défis qui sont là dressés devant nous. Certes, on a des succès, mais les défis sont encore là. Alors, merci beaucoup. Merci à vous trois. Une longue marche pour que les femmes atteignent pleinement tous leurs droits, mais des avancées certainement. Et vous êtes des modèles d'engagement. Maintenant, sans plus tarder, je vais donner la parole à Anne Delorme, qui est directrice d'Humanité Inclusion Canada, qui va partager avec vous les conclusions de la note qui a inspiré ce webinaire. Alors, Anne, à toi la parole. Merci, Michel. Donc, je suis une femme blanche avec les cheveux blonds. Je porte un veston bleu. Je suis dans la mi-quarantaine et j'ai une petite épinglette sur mon veston avec l'image d'une main qui regroupe les lettres HI pour Humanité Inclusion ou Handicap International. Mais aussi, on a 5 recommandations. C'est vraiment parfait. Puis, juste pour dire qu'on entend vraiment très clairement dans ces 5 recommandations les propos qui ont été soulevés déjà par nos panélistes. Ce qu'on voit, c'est le besoin de cette approche spécifique et transversale, ainsi que les financements ciblés. Les financements sont toujours le nerf de la guerre. Et même si on rentre dans un contexte extrêmement difficile, pas juste au Canada, mais à travers le monde, on voit un resserrement des coupures budgétaires. Il faut vraiment assurer, il faut lutter que ce ne soient pas les programmes inclusifs des personnes en situation de handicap, les populations les plus marginalisées, qui sont les premières cibles de ces coupures budgétaires. Donc, très rapidement, la première recommandation, c'est d'assurer des fonds pour soutenir le financement de base et le développement des capacités des organisations dirigées par les femmes handicapées. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Ces organisations sont nécessaires pour la défense des droits des femmes et elles doivent être financées et elles ne le sont pas actuellement, pas suffisamment. Donc ça, c'est clair. Ensuite, deuxièmement, reconnaître que les organisations de femmes handicapées sont des acteurs, des actrices essentielles et assurer une représentation effective des femmes handicapées en tant que défenseuses des droits humains. Alors, comme on l'a souligné, souvent, les femmes en situation d'handicap et leurs organisations sont exclues souvent du mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap qui sont plutôt menés par des hommes. Elles peuvent aussi être exclues des mouvements féministes. Pourtant, leur réalité est très spécifique, leur priorité est très spécifique. Donc, il y a vraiment une importance de les mettre en relation, de créer des réseaux plus forts. Parfois, il n'y en a pas plusieurs organisations dans un seul pays, donc ces efforts régionaux aussi sont très importants pour regrouper les organisations pour qu'elles puissent
partager leurs meilleures pratiques, développer des stratégies gagnantes et s'encourager. Troisièmement, réserver des fonds pour l'intégration du handicap dans les programmes relatifs aux droits des femmes et à l'égalité des genres. Donc, encore une fois, on a une approche féministe, on a une emphase sur les droits des femmes, mais il faut vraiment aussi inclure dans cette programmation-là, dans cette priorité-là, les femmes en situation de handicap. Et il est possible, il est même nécessaire que les bailleurs utilisent les différents marqueurs, les différents indicateurs d'équité pour qu'on puisse voir et assurer des mécanismes de responsabilisation et d'imputabilité pour que ces fonds-là réellement atteignent les organisations de femmes en situation de handicap. On l'a vu avec l'approche genre dans le passé. Il y avait des mots, des beaux mots. Peut-être on dit on va faire une approche intersectionnelle, puis là, en bas de page, on dit qui est inclusive des femmes en situation de handicap, des personnes LGBTQ2I. Mais réellement, lorsqu'on vérifiait sur le terrain, qu'on regardait les rapports, c'était très superficiel. Donc, on peut apprendre de cette histoire pour assurer qu'on ne répète pas les mêmes erreurs ici avec les femmes en situation de handicap. Je fais vite. Donc, ça m'amène à la recommandation numéro 4 sur les données, assurer qu'on a des données parce que ce qui est mesuré est réalisé. Et finalement, on a parlé de l'approche spécifique, d'assurer aussi que les approches intersectionnelles ou les approches sectorielles plutôt, que ce soit sur les droits sexuels et reproductifs, que ce soit sur la violence liée au genre, que ce soit sur l'éducation, comme on l'a souligné aujourd'hui, la santé, les droits, assurent une composante sur les femmes en situation de handicap. Donc, je n'ai plus de temps, mais je pense qu'on a fait un bon sommaire des propos qui ont été soulevés aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Ben, merci. Je vous invite vraiment à lire la note. Elle est très brève, mais très précise. Alors, elle peut nous appuyer dans notre engagement. Nous avons 3 grandes défenseurs des droits des femmes vivant avec des handicaps qui nous ont appelés à les appuyer. Alors, donc, je vous invite à lire cette note, à appuyer Humanité Inclusion. Et je voudrais souligner, parce que dans la boîte de clavardage, il y avait aussi des témoignages de d'autres organismes engagés. Je sais que Humanité Inclusion va prendre en note vos messages, les questions non répondues. Je crois que ce rendez-vous témoigne de l'importance de se revoir, de faire le point. C'est vraiment un enjeu féministe, hein, on a bien raison, qui doit être mieux porté, d'être porté davantage par l'ensemble de tous nos réseaux alliés. Alors, du fond du cœur, je vous remercie à toutes celles autour de notre table virtuelle. Je remercie aussi l'équipe d'Humanité Inclusion qui a assuré toute l'organisation technique. Vous allez recevoir un sondage, un bref sondage. S'il vous plaît, répondez-y. Ça va nous aider à donner suite à cette activité. Je vous souhaite pour nos amis de l'autre côté de l'Atlantique une bonne soirée, une bonne nuit, bon après-midi pour celles et ceux qui sont au Québec et au Canada. Je vous fais une salutation solidaire. Au revoir.